Donc le modèle c'est SAM2 et on vient lui appliquer des techniques par-dessus pour l'améliorer. Et on peut voir différents use cases ici, par exemple avec le dernier jeu Black Myth Wukong, où on a des vitesses, des fréquences de déplacement et en plus des espèces de micro-téléportation effet un peu bizarre. Et là on voit vraiment que Samouraï, bien son nom, est en capacité de garder le focus. Ok, pas de souci. Eh bah, écoutez, on va basculer donc sur le sujet IA. Donc, effectivement, pas un ensemble de news aujourd'hui, mais un sujet en particulier qui va me servir aussi à introduire une news qui date de la semaine dernière et d'en faire un sujet général sur la partie segmentation, tracking dans une image ou une vidéo, hein, étant donné qu'au final, pour du tracking et de la segmentation, une image, c'est une vidéo avec qu'une seule frame. Voilà. Donc, le principe est réplicable là-dessus assez simplement. Donc, on va commencer un petit peu par mettre en contexte tout ça. S'agissant du marché de la segmentation côté IA, hein, donc le fait de pouvoir détecter quelque chose et de suivre ce quelque chose au sein d'une image et une vidéo de manière efficace, c'est surtout Facebook qui est à la manœuvre, comme beaucoup de choses, avec le modèle SAM2, hein, qui est un petit peu le state of art hein, de ce qu'il faut faire pour faire de la segmentation au sein d'images et de vidéos. Et jusqu'à maintenant, on peut voir une petite vidéo promotionnelle hein, qui montre un petit peu comment fonctionne et quel est le use case, par exemple, que l'on peut appliquer à ça. Ça peut être à la fois pour appliquer de manière dynamique des effets sur quelque chose, mais aussi tout simplement pouvoir traquer un mouvement. Moi, je sais que j'utilise beaucoup ce genre d'outils pour faire du coaching personnalisé et de l'analyse, par exemple, s'agissant du rugby ou beaucoup plus récemment avec la Fédération française de boxe. Et donc, on peut utiliser ce genre de technologie pour cela. Donc, SAM2, c'est un petit peu le state of art. Le deuxième type de modèle beaucoup utilisé et que j'utilise actuellement principalement, notamment dans le domaine sportif, c'est YOLO. YOLO, hein. C'est You Only Look Once, hein, l'acronyme, et qui permet aussi, hein, tout simplement, de faire du tracking, notamment. Hein, et on voit par exemple à gauche le fait de pouvoir, sur un périph', sur une autoroute, pouvoir détecter des véhicules hein, là-dessus, pouvoir traquer, faire de la vidéo protection, mais surtout ici de la vidéosurveillance, et à droite, tracer des poissons, hein, en termes de mouvement, de population, etc., etc. On peut compter aussi à ce niveau-là. Donc YOLO et SAM2, jusqu'à maintenant, étaient vraiment les deux modèles phares hein, pour ce genre de besoin. Je vous montre deux petites vidéos qui permettent un petit peu de préciser mon propos. Donc, en utilisant la V5 de YOLO, actuellement on est à la V11, donc beaucoup de choses ont changé. Mais déjà, ce qu'on pouvait faire avec la version 5 de YOLO, donc mettre en place hein, ce genre d'outils pour ce qu'on imagine être de la conduite autonome. Hein. Tout ce qu'il y a derrière Tesla, etc., sur la conduite autonome se base sur ce genre de technologie pour traquer et suivre tout un tas de choses, des vitesses, des positionnements, des mouvements, etc., etc. Donc là, on a l'exemple sur une route, voilà, avec une espèce de dashcam. On pourrait tout à fait imaginer que ce sont des capteurs au sein d'un véhicule qui permettent de faire ça pour piloter automatiquement son véhicule. L'autre chose que j'expliquais, c'est la possibilité ici, par exemple, quand on fait de l'analyse de trafic urbain, c'est ici, donc il y a une ligne orange sur la gauche de l'écran qui sert en fait de ligne de référence pour pouvoir compter hein, dans notre système. Et donc là, on peut compter le nombre de véhicules et aussi faire un distinguo si c'est des véhicules, des voitures standards, des motos, des bus, des camions, etc., etc. Donc c'est très très utile dans ce cadre-là. Et donc, comme je l'expliquais, on était sur un état de l'art et deux modèles qui se tiraient un petit peu la bourre à ce niveau-là.
Et assez récemment, on a le modèle Samouraï qui est sorti. Donc j'ai fait une news la semaine dernière pour introduire un petit peu le sujet. Et Samouraï, qu'est-ce que c'est? Toujours par Facebook, c'est une base de SAM2, ça le SAM, et du coup le jeu de mots avec Samouraï, auquel on a appliqué différentes techniques supplémentaires, comme par exemple le filtre de Kalman, qui est beaucoup utilisé dans tout un tas de domaines, par exemple tout ce qui est radar, GPS, etc. Ça utilise ça pour arriver à essayer de prédire à partir d'un positionnement à l'instant T et de différents échantillons et observations faites dans le passé, essayer de prédire un mouvement possible. Ouais. Et sachant que ça, c'est extrêmement utile dans l'analyse sur les voitures, et bon, pour imaginer des voitures autonomes, en fait, les accidents, ça arrive vite, faut pas attendre la réaction à l'image qui arrive. Déjà, on a de l'input lag, on va avoir pas mal d'éléments qui vont arriver, donc du coup, il vaut mieux prédire que guérir. C'est ça, exactement. Et c'est là tout l'intérêt de l'IA en termes de use case. C'est pas seulement détecter à un instant T qu'il se passe quelque chose, c'est d'essayer de prévoir quand un autre quelque chose, et notamment un accident, une alerte, une urgence ou je ne sais quoi, va arriver avant que ça arrive. C'est ça qu'on essaye principalement de faire aussi avec l'intelligence artificielle. Le filtre de Kalman, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a des vidéos très sympas qui expliquent le fonctionnement, mais voilà un petit peu une illustration qui précise mon propos et ce qui est beaucoup utilisé, comme je le disais, par exemple, côté radar. Donc en fait, Samouraï, c'est ni plus ni moins qu'une base de SAM2, donc le modèle est déjà là, et on vient lui appliquer tout un tas de logique par-dessus pour essayer d'être le plus précis possible et pouvoir tracer quelque chose dans des conditions assez difficiles. Soit parce qu'il y a beaucoup d'éléments, soit parce qu'il y a des éléments qui vont très vite. Et typiquement, je vous mets ici une vidéo qui compare à gauche le fonctionnement de SAM2 standard. Donc c'est pris du film 1917, et vous allez voir, il y a une petite séquence de film, et l'utilisation de Samouraï à droite. Et on va voir ce qui va se passer avec notre fameux personnage ici, en bleu, du coup masqué en bleu. Et donc là, on voit que pour l'instant, les deux modèles se débrouillent pas trop mal, à gauche aussi. Et on va voir qu'il y a un moment, hop, on va avoir une perte de focus à gauche. Voilà. Ouais. Là, le modèle à gauche ne sait plus où est notre personnage, alors qu'à droite, il y arrive toujours. Donc ça, c'est vraiment le comparatif en 1 pour 1, exactement de la même manière. Donc là, il reprend le focus. Et voilà. Puis il le perd dès qu'il y a de la fumée. Il le perd un petit peu, et hop, Samouraï reprend le truc beaucoup plus rapidement que SAM2 à gauche. Donc ça, c'est un petit peu effectivement le côté comparatif des deux modèles. Sachant que l'avantage avec Samouraï, c'est que ça induit pas de réentraînement du modèle. C'est ce qu'on appelle du zero shot. Donc le modèle, c'est SAM2, et on vient lui appliquer des techniques par-dessus pour l'améliorer. Et on peut voir différents use cases ici. Par exemple, avec le dernier jeu, une espèce de soul-like Black Myth Wukong, où on a des vitesses, des fréquences de déplacement et en plus des espèces de micro-téléportation effets un peu bizarres. Et là, on voit vraiment que Samouraï, porte bien son nom, est en capacité de garder le focus sur ce qu'on lui a demandé de tracer. Chose que SAM2 n'arrive pas du tout à faire. Bon, après, dans le domaine du sport aussi, par exemple, voilà, tout un tas de use cases assez intéressants et qui, moi, m'intéressent très, très fortement. Que ce soit au rugby, quand il y a des mêlées, etc., de garder le focus sur un joueur. Et même à la boxe, où même si c'est du 1v1, parfois, il y a des mouvements qui sont assez rapides et des personnes qui passent premier plan, deuxième plan, sur une fréquence assez élevée. Et ce genre d'outil permet de garder le focus. Puis tu vois, j'y pense là, mais la plupart des footballeurs aujourd'hui jouent par exemple avec des trackers directement sur leur plastron, sur un truc. En fait, là, tu pourrais carrément éviter d'en avoir pour plein de sujets. Évidemment, tu dois les garder pour avoir notamment des insights sur le corps lui-même, c'est-à-dire la VO2 et ce genre de choses. Mais en tout cas, pour les mouvements, tu peux carrément étudier ça de manière beaucoup plus adaptée avec juste de la vidéo, quoi. C'est ça, et c'est ce que on est en train de mettre en place, notamment
à la Fédé de boxe, notamment à ce sujet-là, où ils sont assez peu équipés jusqu'à maintenant. Et du coup, Attends, je me juste suis un dit, truc. bon, Samurai, il tourne sur des PC normaux ou non? Il faut alors avoir justement, je vous ai préparé une petite démo parce que là, bon, on voit un petit peu des choses qui ont déjà été faites. Alors tout est open source, hein, c'est l'avantage. Et justement, vu que tout est open source, bah théoriquement, on peut le faire à la maison. Et ça demande pas un matériel extraordinaire. C'est juste que ça va demander un peu plus de temps en fonction de son GPU, si on n'en a pas, pour traiter une vidéo. Et donc, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser fourni par Alira? Donc, j'ai repris une ancienne chronique qu'on avait faite où bah, c'était toi, Cyril, qui nous présentait la MetaQuest 3. Tout à fait. De mémoire. Et la chose intéressante, donc j'ai pris cette portion-là en fait de vidéo. Je vais couper le son, en fait, il n'y en a pas besoin. Où, en fait, t'expliques un petit peu comment ça fonctionne et tu fais des trucs avec tes mains. Et ça bouge un peu dans tous les sens. Voilà, on voit que la main, elle est un peu déformée par le fait de la vision du MetaQuest. Et donc, c'est des choses qui sont pas évidentes à utiliser. Je me suis dit, bah tiens, est-ce que j'utiliserais pas Samurai dessus? Donc là, j'ai juste processé cette vidéo qui demande au final 2 paramètres. Donc j'ai fait un extract avec OBS de cette séquence vidéo pour me faire un MP4. Je lui ai passé en fait un premier fichier texte qui permet en fait tout simplement de définir où se situe ce qu'on veut traquer sur la première frame où on va lancer la détection. Donc c'est du XY hauteur largeur. Voilà. Tout simplement. Donc on va définir une box, on peut en définir plusieurs, enfin, on peut faire plein de choses. J'ai processé ma vidéo, ça a duré 43 secondes de vidéo, et là, du coup, c'est le résultat. Alors, les mains, hein, souvenez-vous, parce que ça va assez vite, donc il faut regarder plutôt en bas de l'écran. Et voilà un petit peu le résultat que j'ai, très, très rapidement. Incroyable. Où on voit que justement, hop, des fois, il y a des petites micro-apparitions de mains en bas, hop là. Donc ça va très très vite. Il y a le micro qui est dessus, dessous, c'est un petit peu compliqué. Hop. Ah là, il a eu du mal à la connaître. Alors parce que j'ai pas lancé, en fait, j'ai pas lancé la détection à partir de là. Ouais. Hop. D'accord. Okay. Je l'ai lancé à partir de là quand t'enlevais en fait les espèces de joysticks. Et là, je détecte les mains. Et on voit notamment, il y a un petit mouvement très rapide à gauche à un moment donné, qui dure pas longtemps. Hop, hop. Voilà. Et là, il a bien détecté la main. Donc c'est assez rigolo à ce niveau-là. Et alors ça, c'est un test hein, qui m'a pris 5 minutes à faire. Setup compris. Donc c'est quelque chose qui est très clé en main au final pour être utilisé. Et je le redis, c'est du zéro shot. Donc ça vous demande pas de repréparer des jeux de données et d'entraîner votre modèle dessus. C'est vraiment prêt à l'emploi pour un peu tout et n'importe quoi, étant donné que ça se base sur SAM2, qui est lui la base de modèle utilisée. Qu'est-ce que tu as comme output de ça? Tu as juste cette vidéo-là ou tu as, je sais pas, un XML, tu vois, des box à chaque seconde ou ce genre de choses? Alors actuellement, quand on utilise Samurai tel que c'est prévu, ça nous régénère un fichier vidéo. Okay. Mais du coup, en fait, ce qui se passe sous le capot, hein, c'est que le modèle, lui, va prédire la position. En fait, il va ressortir des positions au sein de l'écran. Et c'est ensuite, on va utiliser, par exemple, OpenCV, qui permet de faire de la manipulation vidéo en Python, image et donc vidéo. Et en fait, on va reconstruire une vidéo avec un masque issu des des valeurs en XY et hauteur largeur fournies par le modèle. Le modèle, lui, ne génère pas de vidéo, il génère des positions de là où il estime être la chose qu'on essaye de traquer. Voilà, tout simplement. Ok. Parce que sinon, donc, derrière... ça serait énorme sinon. Ouais, bah en fait, tu as un double traitement. Premier traitement vidéo. Une fois que tu as le traitement vidéo, tu as le traitement d'analyse de la vidéo. Et ensuite, bah, tu as les datas. Et donc, tu peux c'est ça. Tu peux en faire ce que tu veux, j'imagine. Ça, c'est ce qu'on voit avec le parcours dev, notamment IA, voir sous le capot comment ça fonctionne. En fait, un modèle, dans ce cadre-là, il prend pas de vidéo en entrée et il génère une vidéo en sortie. Non, il y a un traitement sur la vidéo qui est fait en entrée pour découper ça en frame. Et c'est une frame, c'est une image au final, image par image qui est envoyée au modèle. Et en sortie, on a juste un positionnement. Voilà. Très cool. Merci de m'avoir pris en exemple, pour une fois que c'est pas Daniel. avec plaisir. Et donc du coup je rappelle en effet que sur l'IA vous avez des cours avec notamment Mickaël et Jika sur les
consulting et sur les devs. Donc vous pourrez retrouver justement un petit peu tout ça de ce côté-là. Et donc, on va finir cette chronique par le gros sujet de la semaine.